êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la stupéfaction en Tunisie après la condamnation à la peine de mort d'un internaute qui avait critiqué le président Kais Saied sur Facebook. Même si la peine de mort n'est plus appliquée depuis 1991, la sévérité du jugement pose question. Son avocat a fait appel. 8e nuit de manifestation au Maroc, le collectif Gen Z 212 poursuit ses rassemblements contre la crise des services publics. Depuis la mort de 8 femmes à l'hôpital d'Agadir, la colère gronde dans plusieurs villes. Des heurts ont éclaté à Agadir, notamment 3 morts selon les autorités. Et nous parlerons de la Mansa, la maison des mondes africains inaugurée ce samedi après des années de lutte et de débat. Un espace pensé pour faire rayonner les cultures africaines et afrodescendantes, donner la parole aux artistes et penseurs du continent et de la diaspora et repenser la relation entre la France et l'Afrique. Nous recevons à l'occasion sa directrice, Elisabeth Gomis. On ouvre ce journal par la Tunisie qui est sous le choc après la condamnation à la peine capitale de Saber Chouchan, un internaute qui avait posté des critiques du président Kais Saied sur Facebook. Bien que la peine de mort ne soit plus appliquée depuis 1991, la sévérité du jugement pose question. L'avocat a annoncé faire appel. Plus de détails avec Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis. Saber Chouchan, père de famille de 51 ans, arrêté et emprisonné depuis le 24 janvier 2024, a été condamné à la peine de mort le 1er octobre pour des posts Facebook critiquant le président de la République et la politique du gouvernement. Alors Saber Chouchan posté sur un compte Facebook sous pseudonyme intitulé Kaïs l'infortuné en référence au président tunisien. Il y publiait des posts critiques mais aussi des statuts personnels ou bien son soutien aux Palestiniens. Ses avocats soulignent qu'il n'avait que très peu d'engagement ou de réaction dans ses posts et qu'il était suivi par très peu de personnes. Alors en Tunisie, cette condamnation a suscité l'indignation dans la société civile qui estime que le verdict est complètement disproportionné par rapport au crime. Il a été à la fois jugé pour offense au chef de l'État sur la base du Code des télécommunications et du décret 54, un décret qui lutte contre la désinformation mais qui est considéré comme liberticide par plusieurs ONG de défense des droits humains. La peine capitale, elle, a été prononcée sur la base de l'article 72 du Code pénal qui punit, je cite, tout attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement. Le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Bassem Trifi, a déclaré que suite à ce jugement, le juge qui l'aurait prononcé a été démis de ses fonctions de président de la chambre de la cour criminelle de Nabeul et a été muté dans un autre tribunal. L'avocat de Saber Chouchan a fait appel vendredi. On passe au Maroc où le collectif Gen Z 212 poursuit ses rassemblements contre la crise des services publics. Depuis la mort de 8 femmes à l'hôpital d'Agadir, la colère gronde dans plusieurs villes et ce depuis plusieurs jours. Le mouvement est né sur Discord et revendique à présent plus de 180 000 membres et appelle à la non-violence. On écoute leurs revendications. Nos revendications sont claires, justes et légitimes. On ne demande rien d'extraordinaire. On veut des soins de santé adéquats, de l'éducation et des emplois. Tous les partis surfent sur nous, la jeunesse. Mais tout ce que la jeunesse veut n'est jamais pris en considération par les partis d'opposition, même par la majorité. Ce que la jeunesse veut, c'est ça, être prise en considération. À Madagascar, c'était marche contre marche. Les soutiens du gouvernement malgache et les contestataires, beaucoup plus nombreux, se sont mesurés à distance dans la capitale. Les manifestants qui demandent le départ du président Ange Rajouel se sont pris des gaz lacrymogènes au 10e jour du mouvement de contestation qui secoue le pays. Le méga barrage de la Renaissance, dit le plus grand barrage d'Afrique, rallume les tensions entre Addis Abeba et le Caire. L'Égypte accuse l'Éthiopie d'avoir provoqué des inondations au Soudan en ouvrant ses vannes. Addis Abeba, de son côté, dénonce des accusations mensongères et rappelle que le Nil bleu n'est pas en cause. Sur place, les habitants, eux, s'organisent. Clémence Valère. En portant ce qu'ils peuvent, ces habitants évacuent lentement les zones inondées du village de Wad Ramli. Alors qu'ils tentent de sauver leurs biens, ils évaluent également les dégâts causés à leurs maisons et à leurs fermes. Les plantations de citrons, de bananes et d'oignons ont été détruites par les inondations.
Nous sommes retournés chez nous après que l'armée nous ait donné son accord et avons reconstruit nos vies. Puis le Nil est revenu. Au cours des 3 derniers jours, le niveau des eaux du Nil a monté en flèche, transformant ce village autrefois animé en une ville fantôme inondée. Les services d'urgence locaux ont été mobilisés pour venir en aide aux familles et évaluer la situation. Les familles sont en cours d'évacuation et les équipes d'urgence sont à leur côté et leur viennent en aide depuis quelques jours, depuis que les inondations ont frappé et que le niveau du Nil a monté dans la région de Ouad Ramli. Chaque année, pendant la saison des pluies, le Soudan est frappé par des inondations dévastatrices. Cette année, 6 États du pays ont été particulièrement touchés, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Irrigation. Parmi les causes de l'aggravation des eaux énumérées par les experts, l'intensification des précipitations, les effets de la crise climatique et la faiblesse des défenses contre les inondations qui ont été endommagées par la guerre civile en cours. Le ministère de l'Agriculture a également imputé la gravité des sinistres de cette année au lâcher d'eau du grand barrage de la Renaissance éthiopienne qui ont commencé le 10 septembre. On passe à notre focus de ce samedi soir consacré à l'ouverture à Paris de la Maison des mondes africains, la Mansa, installée dans un ancien atelier du 10e arrondissement. Elle se veut un laboratoire pluridisciplinaire et une agora culturelle ouverte sur les expressions du continent africain, de sa diaspora. Pour en parler, notre invitée Elisabeth Gomis, directrice générale de la Mansa, ancienne journaliste et réalisatrice. Bienvenue à vous dans le JTA de France 24. Merci et bonsoir. Alors vous avez parlé, j'ai lu dans beaucoup d'entretiens, d'une lutte acharnée pour que la Mansa, cette école, voit le jour. J'imagine votre soulagement et vous devez être ravis aujourd'hui de cette ouverture. Revenons peut-être un peu sur l'histoire. Quelles ont été les plus grandes résistances que vous avez rencontrées pour l'ouverture de cette maison ? Alors, on a beaucoup utilisé un vocabulaire martial pour dire le cheminement et le voyage qu'a été le montage de cette maison. Ça l'est beaucoup moins. C'est effectivement une longue marche parce qu'il y a le temps de l'administration, parce qu'il y a le temps aussi de la conviction. Alors, les personnes qui étaient convaincues en premier lieu, c'était Achille Mbembe, puisque c'est lui qui a initié finalement ce projet. Ensuite, ça a été le président de la République. Et puis après, il a fallu convaincre les partenaires. Donc, j'irai pas aussi loin en disant lutte acharnée. Je trouve que c'est toujours un peu exagéré. C'est juste qu'effectivement, ça requiert du souffle. C'est un marathon. La situation en France n'est pas la plus simple en ce moment. Et donc, forcément, se pose la question de quelle est la légitimité de Mansa aujourd'hui. Cette légitimité, alors déjà, peut-être son inspiration. Est-ce que l'idée globale, schématiquement, c'est de faire un institut des mondes arabes, l'IMA à l'africaine? Est-ce que c'est ça? Alors, on pourrait dire cela, parce que l'IMA est un superbe exemple et que, effectivement, nous adorons ce que fait l'IMA. Bien sûr que l'ambition, elle est aussi grande, je dirais, mais on a aussi envie de faire les choses à notre manière. Comme vous avez pu le constater, on commence par un premier acte, et ce premier acte, je dirais, il est quelque part... sa force, c'est son mouvement, sa flexibilité, le fait qu'on puisse s'adapter aux artistes, le fait que les artistes s'adaptent à nous, qu'on puisse également changer le lieu et lui faire prendre n'importe quelle forme. On passe de la création numérique à de l'art visuel, à de la photographie. En ce moment même, nous avons Roxane Banga qui, elle, a préféré faire un geste accueillant et créer une maison. Donc, on est plutôt dans quelque chose de super immersif et qui permet au public de venir et juste de rester et de consulter des livres, d'écouter de la musique, de boire un thé ensemble. On voulait vraiment faire une proposition et accueillir notre public de la manière la plus chaleureuse possible. Notre nom, c'est Mansa, Maison des mondes africains. Alors peut-être une petite clarification dès le départ. C'est né, évidemment, vous l'avez rappelé, d'une volonté politique du président de la République, Emmanuel Macron. Comment on arrive à garantir l'indépendance, tout simplement, culturelle de la maison ? Parce que nous sommes la France et que la France respecte les institutions culturelles et il n'y a pas d'ingérence, ne serait-ce que dans la programmation. C'est un fait. Jusqu'à présent, à aucun moment, ni l'Élysée, ni les ministères ne sont venus remettre en compte la programmation que nous avons établie avec l'équipe, respectent nos choix. Il y avait une note d'intention de départ. Cette note d'intention a été respectée. Achille Mbembe avait plutôt été assez direct dans la formulation. La formulation, c'était pour rompre avec l'ordre
pour rompre avec l'ordre et la colonialité de ce monde. Donc je pense que c'était déjà annoncé et nous avons fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons continué finalement cette feuille de route et la question qu'on s'est posée, c'était comment est-ce qu'on passe les messages ? Comment est-ce que la culture et l'art vont réussir à poser cela ? Et c'est pour cela qu'on s'est dit, pas de frontières entre les disciplines, qu'on hybride les disciplines et finalement qu'on ne s'interdit rien, que tout le monde a la parole chez Mansa. Et puis on peut débattre de tout, on n'est pas obligé d'être d'accord, on peut être en désaccord, mais l'idée c'est de pouvoir discuter de manière apaisée et d'essayer d'avancer sur ces sujets, oui. Je sais que vous aimez bien le terme atelier des possibles, justement, dans ce lieu, Mansa. Quelles collaborations africaines et diasporiques vont marquer les premiers temps, peut-être, forts de cette maison ? Alors, dans un premier temps, je dirais qu'on s'est concentré sur la France, sur les besoins. Et effectivement, notre première intuition, ça a été de relier les Antilles. Donc, on a monté un partenariat, notamment avec la station culturelle. Nous avons également lancé un incubateur pour lequel nous avons vraiment insisté pour avoir des porteurs de projets qui viennent de Fort-de-France, qui viennent de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, parce qu'il était important pour nous de faire maison et donc de faire France également. Donc, on a commencé dans ce sens-là. Ensuite, on tire des fils. En ce moment, par exemple, on discute avec l'école des acteurs à Dakar, le IAD, parce que c'est un superbe espace de résidence. C'est l'ancienne maison d'Ousmane. D'Ousmane, son nom m'échappe, alors que je ne connais que lui. Mais effectivement, oui. Donc à Dakar avec le IAD, en France également avec la MC 93, parce que c'est très important également de sortir de Paris. L'Université de Chicago également nous a invités. Au Brésil, le Musée des Arts et un peu plus récemment le Musée Afro-Brésil. Donc pour nous, l'idée, c'est vraiment de tirer des fils et d'essayer de se retrouver au milieu de cette constellation pour partager parfois des méthodes, aussi changer notre point de vue et nos perspectives, parce qu'on voit les choses depuis la France, alors que les mondes africains sont vastes et que son centre se trouve un peu plus dans l'Atlantique qu'à Paris, à côté de la République, là où nous sommes installés, oui. Peut-être d'une phrase pour terminer, vous évoquez une certaine urgence à faire entendre ces voix-là, justement, sur le continent européen, mais en France en particulier. Pourquoi il y a une certaine urgence à faire entendre ces voix ? Il y a urgence parce que les indépendances, elles datent d'il y a un peu plus de 60 ans. Les sœurs Nardal sont arrivées il y a un siècle. Et jusqu'à présent, aucune institution dédiée à ces sujets-là n'a émergé. Donc oui, il y a urgence parce qu'il y a une partie de la population qui se pose la question de pourquoi est-ce que je suis là ? Pourquoi est-ce qu'on me demande et on me renvoie toujours à une identité prétendue ou présupposée, et qu'il est important de répondre à ces questions pour aussi comprendre la France d'aujourd'hui. Pour moi, elle est là, l'urgence. Elle est là parce qu'il y a une génération qui est en train de grandir et qui, elle aussi, part avec des manquements. Et j'ai fait partie d'une de ces générations et je me dis qu'aujourd'hui, c'est mon devoir de transmettre. Merci beaucoup, Elisabeth Gomis, d'être venue nous parler de la maison Mansa qui a ouvert à Paris ses portes aujourd'hui, ce samedi. Merci beaucoup. On va parler un peu de sport et le succès effrayant des Springboks qui conservent leur titre dans le Rugby Championship. C'est l'équivalent du tournoi des 6 nations pour l'hémisphère sud. Les Sud-Africains ont battu l'Argentine sur un score serré 29-27 à Londres. C'est donc un deuxième sacre d'affilée pour l'Afrique du Sud qui est déjà champion du monde en titre. Voilà, c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ce soir de Tunis à Addis Abeba, en passant évidemment forcément ce soir par Paris avec Lise Gomis. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.